Merci de supporter le vent et le froid, mais si on était allé là-haut, tout le monde ne serait pas rentré. C'est pour ça que... Mais le soleil va... Voilà, il est là. Donc il va vous chauffer le dos et les épaules et la tête surtout. Je vous présente Adrien Melin, qui va lire des extraits donc, de À la ligne de Joseph Pontus. Et ensuite, si ça vous a plu, si ça vous a accroché, on le souhaite, Mathias Pardo, ici présent, peint marquet de cœur, qui est en train de travailler sur... Il est cinéaste. Il est en train de travailler sur le scénario d'À la ligne. Et donc, il connaît le sujet par cœur. Il a rencontré Joseph Pontus souvent de fois. Voilà. Et donc, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Attention, il est très 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 bavard, mais il est passionnant. Donc, place à Adrien et bonne écoute. À la ligne, feuillet d'usine. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins pour préparer la révolution. Non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire. L'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh ben, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6 heures. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non, le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. Que faites-vous? Mon boulot, casser des cailloux, de la merde, j'en ai plein d'eau, un truc de chien, devrait pas être permis, autant crever. Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier. Même question. Je bosse. J'ai une famille à nourrir, c'est un peu dur, c'est comme ça, mais c'est déjà bien d'avoir du boulot, c'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux. Que faites-vous? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pull vert, un sweatshirt à capuche, 2 bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine ». Comme si, petit intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons et de crevettes. Bientôt, nous produirons aussi des coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées, langoustes. J'espère voir cette révolution. Gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas facile. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette, il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit. J'ai rien vu, mais fais gaffe au chef s'il t'attrape. Depuis, je loose des sous mon pantalon avec ma triple paire de gants qui me coupent de l'humidité, du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être, à tout le moins, une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit. J'écris comme je parle, comme l'ange de feu,
quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète. Écrivait en substance Barbet d'Orvilly dans je ne sais plus quoi. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul, déterminé. J'écris comme je travaille. À la chaîne, à la ligne. L'embauche. Ça ne peut être que cet immense couloir blanc, froid, au début duquel sont les pointeuses autour desquelles on se presse la nuit à l'heure de l'embauche. 4 heures, 6 heures, 7h30 du matin, suivant le travail assigné. Le dépotage, soit les caisses de poissons à vider, le mareyage ou l'écorchage, soit la découpe des poissons, la cuisson, soit tout ce qui concerne les crevettes. Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée, commencer à 16h et finir à minuit. Ici, tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est, sans compter les heures de nuit payées 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi, quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul. Tes 8 heures de boulot, c'est 8 heures de boulot à quelque heure de la journée. Puis quand tu rentres, à la débauche, tu zones. Tu rentres, tu comates, tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil, peu importe l'heure. Il sera toujours trop tôt. La débauche. Quel joli mot. Qu'on n'utilise plus trop, sinon au sens figuré. Mais comprendre, dans son corps, viscéralement, ce qu'est la débauche, et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson, mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand t'es enfin assis dans le jardin après 8 heures de ligne. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre. Les contrats courent sur 2 jours, 1 semaine, tout au plus. C'est pas du Zola, mais on pourrait y croire. On aimerait l'écrire, le 19e et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche. J'attends la débauche. J'attends l'embauche. J'espère. Attendre et espérer. Je me rends compte qu'il s'agit des derniers mots de Monte Cristo. Mon bon Dumas. Mon ami, le conte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces 2 mots? Attendre et espérer. Pour qui produisons-nous ces 40 tonnes de crevettes par jour dont la date limite de consommation est fixée à dans 1 mois, jour pour jour? 60 millions de Français mangeraient donc 40 tonnes de crevettes quotidiennement. L'usine ne saurait pourtant fonctionner à perte. À quoi pensent mes collègues, opérateurs de production en triant leurs crevettes? Quelles chansons entêtantes encombrent leur crâne ou prennent-ils plaisir à fredonner? J'entends parfois, à travers les bouchons d'oreilles et le bruit sourd de l'usine, monter du Balavoine, du Christophe Maé se demandant où est le bonheur, du Véronique Sanson, des gens populaires. Nos immenses lignes de machines, ventres de métal où sont décongelées, triées, cuites, réfrigérées, retriées, empaquetées, étiquetées, re-retriées, les crevettes s'appellent ainsi Coaxial, Ishida, Multivac, Arbor, Bizerba. Toutes ont une fonction spécifique. Ces machines énormes, par qui et où sont-elles produites? Sont-ce d'autres machines qui elles-mêmes les fabriquent? Dans ce cas, quelles sont les usines qui fabriquent les machines pour notre usine? Et dès lors, quelles seraient les machines où seraient les usines, qui fabriqueraient les machines servant à fabriquer les machines pour notre usine? Toutes les crevettes, nous les recevons congelées en provenance du canal de Madagascar, du Pérou, d'Inde, du Nigeria, du Guatemala, d'Équateur. Destination exotique et tropicale. Pavillon de complaisance, peut-être? Comptoir portuaire, assurément.
Toutes ces crevettes arrivent entières, sauf les couronnes crevettes apéro, sorte de crevettes bouquets décortiquées réunies dans un rond de plastique d'un poids de 125 grammes pour un prix en supermarché de l'ordre de 5 euros. Il est fréquent que nous produisions plus de 10 000 crevettes apéro par jour à raison d'une bonne vingtaine de mini-crevettes par couronne. Quel opérateur de production de quel pays ont fait avant nous une telle œuvre de décortiquage? Quels ouvriers? Pour quel salaire? Quels enfants? Autant de crevettes, autant de questions. Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais rien demandé. Quand un chef, à ma prise de poste, me demande si j'ai déjà égoutté du tofu. Quand je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais devoir égoutter seul, et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit, égoutter du tofu, je me répète les mots sans trop y croire. Je vais égoutter du tofu cette nuit. Toute la nuit, je serai égoutteur de tofu. Je me dis que je vais vivre une expérience parallèle, dans ce monde parallèle qu'est l'usine. Je pose le cadre. Il est 14h30, je sors de ma nuit m'étant couché vers 8h. Je dois embaucher à 20h30 et débaucher à 5h. L'agence d'intérim m'appelle, changement de programme et d'horaire. De 19h à 4h30, ce qui en comptant la demi-heure de pause quotidienne me fera un bon 9 heures de boulot, je ne serai pas au poisson pané, mais au plat cuisiné que mon usine produit aussi. Je commence à travailler, j'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra, presque comme une formule magique, sacramentelle, un mot de passe, une sorte de résumé de la vanité de l'existence du monde du travail et du monde entier à l'usine. Je me marre. J'essaie de chantonner dans ma tête, il y a de la joie, du bon traînet pour me motiver. Je pense au fameux vers de Shakespeare, où le monde entier est une scène, où nous ne sommes que de mauvais acteurs. Je pense être un camoulox vivant. Je chante du traîner en égouttant du tofu. Et hélas non, vous reculez de 3 poissons panés. Je pense que le tofu c'est dégueulasse et que s'il n'y avait pas de végétarien, je ne me collerais pas ce chantier de fou de tofu. J'échafaude des contrepaix qui me semblent bien sonner, égoutteur de tofu et fauteur de dégoût. Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kg de tofu, mettre le sachet de 3 kg environ chaque sur ma table de travail. Cutter, ouvrir les sachets, mettre le tofu à la verticale sur un genre de passoire horizontale en inox d'où tombe le liquide saumâtre, laisser le tofu s'égoutter un certain temps. Un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud pour son fût du canon. Qui se souvient encore de Fernand Reynaud et de ses sketchs qui semblent aujourd'hui si datés? J'essaie de me souvenir des sketchs de Fernand Reynaud en écoutant du tofu. Le 22 à Agnières, la chemise lilas, pourquoi tu tousses, le fil du canon. Je me souviens que ma grand-mère adorait me les montrer à la télé quand j'étais gamin. Je repense à elle qui me manque. Je me souviens de Georges Perec, évidemment. J'égoutte du tofu. Une fois le tofu égoutté, je le mets dans une cuve, filme la cuve, la place dans un coin de l'atelier en attendant qu'elle serve à je ne sais quel plat cuisiné. Ce n'est plus mon chantier. De temps en temps, les grands sacs où j'entrepose mes déchets, cartons et sacs plastiques, je les emporte aux poubelles extérieures avec un transpalette. C'est bien ça, aller aux poubelles, ça change un peu. Égoutteur de tofu. Celui qui n'a jamais égoutté de tofu pendant 9 heures de nuit ne pourra jamais comprendre. Et merde, moi, vieux con, je sais et pas toi. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Pas de mépris pour les non-ouvriers. Les heures passent et ne passent pas, je suis perdu. Je suis dans un état de demi-sommeil extatique, de veille paradoxale, presque lorsque l'on s'endort et que les pensées vagabondent au gré du travail de l'inconscient. Mais je ne rêve pas.
Je ne cauchemarde pas. Je ne m'endors pas, je travaille. J'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra. Je cherche le contre-paix que j'avais trouvé tout à l'heure, mais je ne le trouve plus. Je me dis qu'il faut avoir une sacrée foi dans la paix qui finira bien par tomber, dans l'amour de l'absurde, de la littérature, pour continuer. Il faut continuer. Égoutter du tofu. Et de temps à autre, aller aux poubelles. La pause arrive à 1h10 du matin. Elle sera jusqu'à 1h40. Je ne sais pas si c'est légal d'avoir une pause à 6 heures, une pause plus de 6 heures après sa prise de poste. Mais je m'en fous. Il restera 3 heures de tofu. Clope, café, clope, un sneakers, clope, un texto de mon épouse qui pensait à moi à 23 heures. Je souris tendrement. Si elle savait. Mais c'est l'heure. Une dernière latte de clope histoire de dire. T'as vu l'usine? T'as vu le tofu? T'auras pas ma dernière clope? Mon cul, je l'écrase bien vite. Le vestiaire en urgence, la tenue, la pointeuse, c'est reparti. J'égoutte du tofu. Encore 3 heures à tirer. Plus que 3 heures à tirer. Il faut continuer. J'égoutte du tofu. Je vais continuer. La nuit n'en finit pas. J'égoutte du tofu. La nuit n'en finit plus. J'égoutte du tofu. Déjà 2 semaines au bulot et je ne sais toujours pas par quel bout prendre ces satanés coquillages. Si on met le ciel, à la pelle, évoque la misère, sinon à l'arrache, à la ligne, évoque les pensées. L'atelier est en début de ligne de production et mesure 300 mètres carrés, 3 portes. Une sur le couloir de l'usine, d'où l'on ramène les palbox qui sont sur les cartons de 500 mètres. Une sur la dite chaîne de cuisson bulotesque. Une autre que l'on n'utilise guère, qui donne sur la ligne de crevettes. À l'embauche, à 3 heures, nous sommes 3. Le chef de ligne, le cuiseur et l'intérimaire de service. On installe, on prépare, on se rend compte du retard de la veille, on attaque. La ligne du bulot étant une nouveauté, rien n'est vraiment trop prévu ni adapté. Je dois enfourner les bulots dans l'immense ventre de métal où ils sont cuits. Pas de matos, je fais ça à la pelle. J'en discutais avec ma coiffeuse cet après-midi en essayant de lui faire comprendre, alors que ça sentait bon le shampoing à l'amande dans mes cheveux et pas cette odeur de mort de coquillage. Mais l'usine, elle est récente. Ah, mais oui, mais enfin, ton salon, il est neuf. Si t'as pas la tondeuse et que t'as juste des ciseaux et un rasoir des années 50, tu fais pas le même taf, merde. Les rouleaux de bigoudi, tout ça, à l'ancienne. D'un coup, elle stoppe. Ah ouais, la vache. Quand les chefs ne sont pas là, on se dit bien entre nous. Bah ouais, c'est comme d'hab. Ils ont voulu tout précipiter. Rien de bon. Et que ça va être Noël et les fêtes. Et les machines qui marchent pas. Chef, sors de ton bureau, viens prendre la pelle 5 minutes à l'atelier. Tu verras comme on l'aura plus vite notre transpalette électrique. Les tournelles obsédantes, ceux qui taffent, ceux qui cheffent. Les cadences de production édictées d'en haut. Le renfort arrive à 4h30. Un bon gars qui bosse bien. L'intérimaire rugbyman qui s'était piqué avec une crevette et qui semble se passionner pour la cause de la ligne du bulot. Dès son embauche. Hé, t'as vu, hier, l'équipe de l'après-midi, il leur manquait 5 palettes sur leur prévisionnel, alors que nous, non. Un bon gars, mais comme si c'était son usine, sa ligne, ses bulots. Un intérimaire comme moi, que ça tourne ou pas, rien ne changera pour nous. Allez, juste prends ta pelle, mon gars, on va quémander un transpal, je sais où, et qui nous facilitera la vie pendant 1 heure ou 2, mais tais-toi. Il est trop tôt. Trop tôt. On bosse de concert. Un qui vide à la pelle les palbox dans la machine, l'autre qui fait l'ordonnancement, amener les palettes, cutériser, décartonner, ranger, ouvrir, redécouper, dégerber. On alterne toutes les 2 heures environ.
Au début de journée, il me faut un petit quart d'heure pour vider un pal-box de 500 kilos à la pelle. Enfin, une bonne grosse demi-heure. 4 heures de pelle, la pause, 4 heures de pelle, fini. Et l'odeur des premiers jours, cette odeur de bulot, odeur de mort, de rats crevés, de vases de pisse et de mauvais vin, mélangés, macérés, imbibés, je n'y fais même plus attention. Au début du bulot, je n'aurais pas pensé tenir longtemps, là ça commence à aller un peu mieux, on se dit qu'on s'habitue. Déjà bientôt 2 semaines de passé. Une de mes tantes est passée à l'improviste avant-hier à la maison 1 heure ou 2 après la débauche. Je mangeais une réchauffe de choucroute du week-end avec un verre de vin blanc, on cause un peu de l'usine, on boit un coup. Je dois avoir les yeux un peu secs et rares du retour, la parole qui lutte. J'essaie de dire, mes mots peinent autant que mon corps quand il est au travail. Mais tout ça, en fait, on ne peut pas raconter, me dit-elle. Silence. Je nous resserre un verre. Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque emploi. Le reste ne nous regarde pas, c'est l'affaire des autres. Jean de la Bruyère. Les caractères. Fin de journée. T'as pas une clope? Me demande-t-il. Ma femme est partie ce matin avec la voiture et le portefeuille. Je tends mon paquet de tabac. Ah, c'est déroulé. Bon, ça t'embête pas que je t'en prenne 2 ou 3, du coup je tiendrai jusqu'à ce soir quand tu rentreras. Le lendemain, il binôme avec moi, mon collègue habituel étant absent, de l'embauche à 3 heures du matin jusqu'à je ne sais quelle heure, malgré la puanteur de l'usine à laquelle mes narines se sont quand même habituées, il pue l'alcool et les yeux rouges, l'énervement et les gestes saccadés. Grosse fête, me dis-je, ou mauvaise soirée. Pause en commun. Je lui demande une clope. Oh, bah non, tu comprends, ma femme, en fait, elle est pas rentrée. Du coup, voilà, quoi. Il change bien vite de sujet. Dit haut et fort qu'il a été marin-pêcheur avant. Puis un accident, tout ça, le dos en charpie, montre des photos de radio de sa colonne sur son smartphone. Des collègues s'approchent. Marin-pêcheur, le mot magique. Il raconte des escales en Côte d'Ivoire, au Chili, dans les îles. Je rumine mon tabac. Le lendemain, je rebinôme avec lui. Il mâchouille un chewing-gum. Hier, l'alcool masquait peut-être sa crasse incompétence. Il travaille peu. Il travaille mal, s'active dès qu'une silhouette apparaît. Dans l'atelier où nous œuvrons, l'un charge les tapis mécaniques de bulot à la force du bras et de la pelle, l'autre assure l'intendance, les cartons, les palettes, les poubelles et le reste. Il charge les bulots au début. J'ai beau m'acharner à lui dire, gentiment, posément, fermement, qu'il faut charger le tapis d'un rythme uniforme, sans à-coups, tranquille, mais soutenu, de sorte que les bulots soient uniformément répartis. Tous les quarts d'heure, il égrène l'heure. Bientôt la fin, hein. 2 heures plus tard, rien n'y fait, toujours des trous, des monticules abracadabrantesques de coquillages. Il lorgne sur mon travail, et je vois dans ses yeux que ça doit être sympa ce que je fais, me balader dans l'usine avec un transpalette et des poubelles. Bientôt la fin, hein. Je rentre chez moi, je me sers direct un bon gros rhum. C'est bon ça le rhum. Quand j'étais aux Antilles, le chef arrive. Hurle contre le tapis de bulot plein de trous, non uniformes. Je maugrais. À son départ, on change de poste, je prends la pelle, le collègue sourit, lui le transpale. Vite, les palettes de bulot de côté commencent à manquer. Les cartons vides et les poubelles s'accumulent. Il peste contre le transpalette qui roule pas bien. Le cutter qui coupe pas bien, tape dans le mur, bout d'un moment. Le chef réapparaît. « Non mais c'est quoi ce bordel? Vous vous démerdez comme vous voulez, mais atelier nickel, ça va pas durer longtemps vos conneries. » C'est à ce moment très précis, quand le chef se barre et que le collègue retourne à son je m'en foutisme, que j'ai envie de lui foutre un coup de pelle dans la gueule. Lui glisser une peau de banane sous le transpalette, une rasade de bulot surgelé dans le foie et autres joyeusetés. Je veux pas perdre mon boulot à cause d'un connard alcoolique incompétent et mythomane.
Je crève d'envie d'aller voir le chef et de lui dire discret, hé, dis donc, tu dis pas que c'est moi, mais tu sais, machin. Pause encore commune. Je m'exile au dehors de l'usine et reviens vite pour le dernier café avant la prise de poste. Oh, bah loulou, t'étais où? Hey, au fait, t'as pas une clope? Esquive. Je l'entends un peu plus loin dire à d'autres gars. Ah ouais, tu comprends, la paix, elle tombe ce midi, direct. Le premier truc que je fais, c'est m'acheter des clopes. L'énervement de la journée passée, je me retourne sur ma carrière avant l'usine. Combien de collègues ont couvert mes incompétences, mes ivresses et mes côtés insupportables sans jamais s'en vanter, sans jamais rien dire, sans en référer au chef? Combien de collègues ai-je pu énerver, à juste titre, par mon arrogance, ma fainéantise, ma nullitude, ou par ce reste que je ne saurais jamais, puisqu'ils n'ont jamais rien dit? Pourquoi lui m'énerve autant quand d'autres non, pourtant tout aussi cons? Reproche n'étant que projection, ce collègue ne peut être que moi. Je le crains. Une image de mon côté obscur, j'en suis persuadé. Pour le dire autrement, tant il est vrai que l'affirmait ce bon vieux La Bruyère, ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous, ne nous font pas de tort. Ce n'est pas qu'ils attaquent, ce n'est pas nous qu'ils attaquent, c'est le fantôme de leur imagination. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il a encore gratté des clopes. Je n'avais jamais mangé de langouste ni de crabe royal de Kachamka. En plus des bulots, on cuit donc quelques trucs exotiques ces temps-ci, à l'approche de Noël, des fruits de mer pour les riches, par tonnes et par tonnes. 6 jours sur 7 de travail, depuis 3 semaines à des heures de nuit, je m'estime dans mon droit de manger à ma faim sur mon lieu de travail et d'emporter ce que mes poches peuvent à la maison. Pour l'instant, c'est du détournement artisanal, de langouste par-ci, une pince de crabe par-là, mais à partir de maintenant, on va passer dans le sérieux. J'ai beau n'être qu'un petit ouvrier, c'est bon, j'ai compris la technique. J'ai vu les horaires, les plantes, les moyens de sortir des trucs. 2 langoustes donc, juste faites en rentrant hier avec un riz basmati tiède et de la mayo maison. C'est pas mal la langouste. Je ne vole rien. C'est rien que de la réappropriation ouvrière. Tout le monde le fait. Aux heures que l'on fait, 6 jours sur 7, au boulot qu'on abat, aux primes quotidiennes que les chefs se font selon le tonnage produit par les petits opérateurs de production, aux marges que se fait la boîte sur le prix de vente final. Je ne partirai pas avec 2 pauvres langoustes et du crabe royal de Kamchatka. C'est de la folie ce crabe. Des pâtes démesurées, une espèce invasive qui ne trouve aucun prédateur dans les mers froides là-bas, et bordel que c'est bon. Et putain que c'est cher. Je m'approprie mon usine, à ma manière. Pour Noël qui arrive, si je peux, je sortirai bien 2 langoustes par personne. Des pâtes de crabe à n'en plus finir. La nuit, sur ma ligne, je rêve de repas arrosés de champagne de mon pays, avec des gens que j'aime, plein de gens, à manger, à rire, à boire, à fumer, avec un feu de cheminée et un sapin. Entendre sur FIP des Christmas carols comme autant de chansons de Noël, à jouer au tarot avec les derniers résistants, en mangeant des petits sandwichs casse-dalle de langoustes et de crabes, au bonheur d'une garde-contre. Ça m'aide à tenir. Ces putains de 6 jours sur 7 infernaux. Encore une semaine de 6 jours au moins. Je bosserai le 24 décembre et plus si affinité. J'en pleure à l'avance d'épuisement accumulé. J'en ris de non-sens et de bulot. J'espère des langoustes des Caraïbes, où les mers sont si chaudes qu'on peut s'y baigner tous les jours sans effort.
des crabes royaux de Kamchatka, lointains, si lointains. Là-bas, péninsule des mers froides, non loin du Japon et de l'Alaska, où les crabes de folie pullulent. Ah, Dieu, que la guerre est jolie, qu'il écrivait le Guillaume du fond de sa tranchée. Nettoyeur de tranchées, nettoyeur d'abattoirs, c'est presque tout pareil. Je me fais l'effet d'être à la guerre. Les lambeaux, les morceaux, l'équipement qu'il faut avoir, le sang. Le sang, le sang, le sang. Là, j'approche. Je ne fuis plus au porc, mais au bœuf. Et presque en première ligne, ou pire, au cœur des lignes ennemies, au local co-déchet, juste un demi-étage en dessous de la tuerie. C'est-à-dire que je nettoie les déchets de tout ce qui ne sert à rien dans le bœuf et qui est jeté un demi-étage en dessous dans des énormes tuyaux, d'énormes cuves que je nettoie avec mon jet haute pression. Autant de cuves que de déchets. Des morceaux que je ne parviens pas à identifier. Les mâchoires, les cornes, les pieds avant, les pieds arrière. Parfois des oreilles douces et poilues avec encore l'anneau d'identification de l'animal. D'autres parties du corps dégoulinantes que je préfère ne pas savoir mais qui sont du ruminant. Sans doute les dernières panses. Et les mamelles. Il faut nettoyer avec vitesse et application l'intérieur de tous les tuyaux dédiés avec le jet. Et puis je passe la mousse qui lave, et puis je repasse le jet pour rincer. Les murs, les sols. Parfois, des déchets qui sont bloqués dans les tuyaux tombent sous l'effet du jet. C'est alors une avalanche de tous les trucs susmentionnés qui dégringolent. Et ça fait de grosses plourques, et ça fait de grosses splashes. Gaffe à ne pas être sous le tuyau quand les sabots tombent. Les cornes sont comme autant de gros osselets qui s'éparpillent sur le sol de l'usine. Les mamelles, bordel, sortent de petits ballons de rugby gonflés encore tièdes du corps de l'animal juste tué. Parfois elles éclatent quand elles tombent par terre. Un liquide blanchâtre en sort. Ça pue la mer, la mort, la peur de la bête abattue. C'est encore tiède. La merde, je la nettoie aussi dans un atelier dédié. J'imagine qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le piège, là où les bêtes sont conduites et attendent juste avant d'y passer. Elles ont peur et elles sentent la mort qui approche, elles chient, c'est normal. Je nettoie, c'est mon taf. Le taf que j'écoutais avec horreur à la pause la semaine dernière. 3 nuits que je fais ça. La première nuit a été atroce, maintenant ça va mieux. On s'habitue, même si les mamelles, c'est quand même effectivement, objectivement autant dégueulasse que rebutant. Et c'est encore tiède du corps de l'animal. Et ça pue quand ça éclate. Les collègues sont gentils. Toujours là pour filer un coup de main. Et j'ai du boulot au moins jusqu'à vendredi. C'est le principal. Il paraît que l'abattoir paie bien. On verra bien. Puis on s'habitue. Voilà tout. Je veux croire que ma guerre est jolie. Un demi-étage en dessous. À nettoyer la merde et les mamelles. Ne pas parler de poésie en écrasant les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube n'a jamais sa chance. Barbara, Perlin-Pimpin. À l'usine, on chante. Putain qu'on chante. On hurle à tue-tête couvert par le bruit des machines. On sifflote le même air entêtant pendant 2 heures. On a dans le crâne la même chanson débile entendue à la radio le matin. C'est le plus beau passe-temps qui soit. Et ça aide à tenir le coup. Penser à autre chose, aux paroles oubliées, et à se mettre en joie. Quand je sais plus que chanter, j'en reviens aux fondamentaux, l'international, le temps des cerises, la semaine sanglante, traîner.
toujours Trenet, et encore. Le grand Charles, sans qui nous serions tous des comptables, comme disait Brel. Trenet qui met de la joie dans ce putain d'abattoir, qui me fait sourire à mon épouse quand j'ai ta main dans ma main. Et puis la folle complainte reste quand même la plus belle chanson de tous les temps, ou Ménilmontant, l'âme des poètes, que je les cite. Reggiani, évidemment, Daniel Darc, Nougaro, Brel, Philippe Buty, Fersen, Fréhel, Elamôme, Vian, Jonas, les frères Jacques, Oubachung, les Vampas, Ferrat, Bourvil, Stromae, LTM, Anne Sylvestre, et toujours Le Prest et Barbara. Mais Trenet me sauve le travail et la vie tous les jours que l'usine fait. Sans lui, sans son absolu génie, je suis sûr que je n'aurais pas tenu, que je ne tiendrais pas. Et aussi vrai que Barbara m'a rendu l'espoir en écoutant Le Mal de Vivre un soir il y a longtemps de ça, où tout était noir, si noir, à en vouloir crever. C'est toi, Charles, comme un immense charlot qui rend supportable l'enfer des temps modernes. Ce sont tes géniales ritournelles abracadabrantes qui poussent mes carcasses, qui aident à supporter la douleur et attendre l'heure de la pause, puis celle de la débauche. C'est la java du diable quand rien ne va. C'est le piano de la plage quand j'espère du beau. C'est le revenant que je suis tous les matins au turbin. C'est mes jeunes années d'avant l'usine. C'est ma folle complainte que je ne cesse d'écrire. L'autre jour, à la pause, j'entends une ouvrière dire à un collègue « Tu te rends compte aujourd'hui, c'est tellement speech, j'ai même pas eu le temps de chanter. » Je crois que c'est une des plus belles phrases, une des phrases les plus belles, les plus vraies et les plus dures qui ait jamais été écrite sur la condition ouvrière. Ces moments où c'est tellement indicible qu'on n'a même pas le temps de chanter. Juste voir la chaîne qui avance sans fin, l'angoisse qui monte, l'inéluctable de la machine, et devoir continuer coûte que coûte la production alors que même pas le temps de chanter. Et diable qu'il y a des jours sans. J'en reviens à Barbara. Je ne suis pas poète, je suis une femme qui chante, se plaisait-elle à dire. Pas de poésie non plus à l'usine. Nous sommes au mieux des gens qui chantons en travaillant. La fumée de l'usine de Cloire-Carnouët, mais c'est la même que celle de Lorient, de Prisiac ou de Chicago ou de Feu-Billancourt. Là-dedans, c'est nous. Quelle poésie trouver dans la machine, la cadence, l'abrutissement répétitif, dans les machines qui ne fonctionnent jamais, qui vont trop vite. Dans cette nuit sans fin éclairée de néons blafards sur les carreaux blancs des murs, les inox des tables de travail, les tapis mécaniques, les sols marronasses, dans les animaux morts qu'on travaille à longueur de nuit puis de matin. Aucun oiseau ne vient jamais par une ouverture dérobée s'introduire dans nos ateliers. Les seuls animaux vivants sont les rats qu'on combat près des poubelles extérieures. On ne voit jamais les vases vivantes. Nos gueules sont au mieux des portraits d'Autonix, nos corps des atlas de troubles musculo-squelettiques, nos joies des petits riens, des bouts d'insignifiance qui prennent sens et beauté dans le grand tout, le grand rien de l'usine. Un collègue qui aide juste en devinant ton regard, un geste qui devient efficace, une panne de machine de 10 minutes et les muscles qui peuvent se relâcher, le week-end qui ne tardera pas, la journée qui se finit enfin, l'attente de l'apéro, manger à sa faim, dormir de tout son sou, la paix qui tombe enfin, avoir bien travaillé, avoir retrouvé une chanson oubliée qui fera tenir encore 2 heures, avoir retrouvé un couplet, sourire, ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. Finir sur ce qu'on dirait un haïku d'automne ou de printemps,
plus de poésie, juste des fleurs sauvages, la transparence de printemps. Merci beaucoup Adrien Melin. Je voulais aussi remercier Tanguy Le Guen et William Perrault pour leur généreux accueil. Et place à Mathias. On a peur des goélands. Vous avez vu les goélands? Mais voilà. Ouais, c'est ça. Josette, tu as droit à la première question. Oui. Non mais c'est un très beau texte à lire ici, hein, quand même. C'est pas mal, le contexte est bien. C'est vrai, surtout moi j'ai connu quand même dans mon enfance tous les usines et les femmes. Ouais. Ça n'a pas changé. Trier le poisson, trier là, le matin avec 7 heures, ça reste dans le cœur et dans l'esprit, et c'est ça que c'est des marins et des femmes qui ont très bien travaillé dans le métier. Et on pouvait déjà chanter les petites filles dans le choc de la nuit. Et après ça s'est encore plus aggravé parce que la modernité a fait que... Déshumanisé. Oui, il n'y a personne qui vous entend, je crois, là, oui, mais derrière. Mais il n'y avait pas de question vraiment. Alors moi peut-être, Mathias, comment tu... Non, mais du coup, Joseph, il m'a été présenté par mes producteurs qui avaient lu le livre et qui m'ont dit lis-le, ça devrait te plaire. J'avais déjà fait 2 films qu'ils avaient vus et qu'ils avaient aimé. Et du coup, en lisant le livre, en fait, ce qui est intéressant quand on écoute en plus comme ça, c'est qu'il y a une musicalité. Il y a beaucoup d'images qui viennent, mais la particularité, c'est pour ça que c'est très dur à lire comme ça en public, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation. Et du coup, en fait, le challenge de l'adaptation cinématographique d'un film comme ça, c'est comment on traduit une prose sans ponctuation, qui a beaucoup de références musicales, parce qu'il y a beaucoup, il parle de traînées, de Barbara, tout ça, mais il y en a beaucoup, et comment est-ce qu'on traduit ça visuellement dans un film, quel est le parti pris qu'on va prendre, et moi quand j'ai lu le livre, en fait, je l'ai coécrit avec le scénario de ce livre. Je l'ai coécrit avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Bourdieu, qui est le fils de Pierre Bourdieu, du coup, qui était biberonné à la condition ouvrière depuis longtemps. Et comme moi, à 33 ans, en fait, pour adapter un livre comme ça et être épaulé par Emmanuel, c'était très bien et très agréable. Mais du coup, le parti pris comme j'avais dit à François Xavier, le parti pris, c'était de ne jamais voir l'horreur, en fait. Parce que une des plus grosses parties du film, enfin du livre, se déroule dans un abattoir. Ce qu'on entend, ce qu'on lit, c'est surtout la condition ouvrière, en fait, dans laquelle ces gens travaillent. Et aujourd'hui, on parle très peu de conditions ouvrières, on parle beaucoup de conditions animales quand le sujet des abattoirs est mis sur les médias. Et moi, ce que je trouve le plus fort dans le livre de Joseph, c'est cette espèce de gros plan sur la condition ouvrière et pas la condition animale. Et je pense que c'est une des plus grandes erreurs d'aujourd'hui de ne pas parler de cette condition ouvrière et de dissocier les deux. Et du coup, pour moi, le fond de ce livre, la morale de ce livre, c'est on ne peut pas parler de conditions animales sans parler de conditions ouvrières. Voilà. Françoise, levez-vous, Françoise. Oui. Comment vas-tu égoutter le tofu?
Alors, ce qui est marrant, en plus, quand on lit comme ça des extraits un peu courts, c'est on voit Joseph, c'est l'histoire d'un intérimaire qui arrive sur le marché du travail alors qu'il ne le devrait pas, parce qu'il a 40 ans et qu'il ne trouve pas de boulot à Lorient. Le contexte, c'est ça. Et il est de formation littéraire et d'UXP, et il a toujours travaillé en région parisienne, et il déménage à Lorient parce que sa femme a trouvé un boulot, donc il la suit. Il est fou amoureux et il cherche du travail, il n'en trouve pas dans son domaine et du coup il pousse les portes de l'intérim. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde de l'intérim emmène des ribombelles de jeunes, de plus vieux, de décrocheurs, de non-décrocheurs, de toutes sortes, dans différents métiers, dont égoutteurs de tofu. Et alors après moi le parti pris c'est de ne pas filmer les égoutteurs de tofu mais de me concentrer sur l'abattoir. Mais ce qu'on comprend en tout cas par rapport aux égoutteurs de tofu, c'est que les intérimaires ils ont remplacé les ouvriers d'avant et qui sont baladés en fait, c'est ce qu'il dit, il dit ah bah je voudrais bien embaucher le lendemain et en fait il est pris au mot et il est embauché le lendemain. Et il est pris dans un atelier, pendant 6 jours il va bosser, il va égoutter du tofu, mais la semaine d'après il ne sait pas où est-ce qu'il va travailler. Donc des fois il se retrouve avec des crabes du Kamtchatka, aussi appelées crabes de Staline, des bulots, des crevettes. Donc c'est ça qui est à la fois extrêmement étrange, c'est que du coup le fait de ne jamais travailler au même endroit tout le temps permet de casser un petit peu le côté syndicat qu'on pourrait retrouver dans une usine. Et donc du coup ça permet de prendre les gens un peu et de les mettre où on veut sans qu'il y ait vraiment d'unité de groupe ou de revendication. Et c'est pour ça que les intérimaires, le statut des intérimaires, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, et le statut des intérimaires il est bien pratique pour le patronat. Oui. Alors c'est peut-être le fait d'avoir dénoncé effectivement les conditions de travail, avoir parlé de tout ça, il a quand même coûté cher puisqu'il a, au moment de la sortie de son patron, Ouais. quand il était dans les abattoirs, et que comme par hasard, il s'est retrouvé licencié Ouais. dans les jours qui ont suivi l'annonce de la sortie du prochain. Est-ce que tout le monde a entendu ou pas? Non, alors. Oui, je disais que quand il a écrit son livre, à un moment donné, il a eu la bonne idée de dire au patron qu'il avait écrit sur le sujet, en fait, pour dénoncer les conditions de travail très difficiles à la fois dans l'agroalimentaire, mais aussi de ce côté-là de petits boulots, parce que voilà, c'était un petit peu ça quand même pour lui, parce qu'il était éducateur de formation, et que lorsqu'il a donc dit au patron qu'il allait sortir ce livre-là, comme par hasard, il s'est retrouvé licencié dans les jours qui ont suivi de cette entreprise agroalimentaire. Les abattoirs Bigard à Lorient pour ne pas dire. Exactement. Ça lui a coûté cher. Voilà. Mais en tout cas, lisez le livre, hein, si vous ne l'avez pas lu. qu'est-ce Oui. que Joseph Pontus pensait de l'adaptation cinématographique de son livre? La question c'est qu'est-ce que Joseph Pontus pensait de l'adaptation cinématographique de son livre? Et ben Joseph, il part du principe qu'il a toujours rêvé d'être écrivain. Donc c'est son premier roman et son dernier puisqu'il est parti. Et en fait il considérait que son œuvre c'était une fois qu'il l'avait faite dans son médium, donc l'écriture, elle était à disposition de qui le voulait. Et c'est pour ça qu'avant moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Clou qui a fait une adaptation en plus, qu'on peut retrouver sur internet de À la ligne. Et moi, il m'a toujours dit, de toute façon, à partir du moment où les droits ils sont à toi, tu en fais ce que tu veux. Grande liberté. Voilà. Vous avez vu le rencontré? Ah oui, oui. Ah bah oui. Et il sort quand votre livre? Il sort quand? Alors, je suis à l'étape d'un séquencier, troisième séquencier. On va passer au dialogué, donc c'est le scénario qui va faire une centaine de pages d'ici un mois à peu près. Et entre le moment où on fait un scénario et le moment où on tourne, il peut se passer à peu près 1 an. Et entre le moment où on a tourné et le moment où il sort, il peut se passer beaucoup de temps. Mais après, le monde du cinéma aujourd'hui post-Covid est assez incertain. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre qui mérite une adaptation. Voilà. Mais après, le temps n'existe pas vraiment dans l'industrie du cinéma, c'est une donnée très particulière. Du coup, vous avez pris
l'axe dans votre scénario de l'abattoir, c'est ça? Ouais, moi j'ai pris le parti pris de C'est filmer l'abattoir. intéressant effectivement le style littéraire de la poésie, justement pour traiter d'un sujet aussi dur. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire l'abattoir, vous allez faire de quelle manière? Moi, le parti pris, je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. C'est un film qui a une caméra d'or il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était sur les Sonderkommando, donc ce sont les juifs qui étaient chargés de la sécurité des juifs dans les camps de concentration. Et le film a pris le parti pris, enfin ce réalisateur a pris le parti pris de ne jamais montrer ce qui se passait autour de ce personnage et de toujours rester sur lui. C'était les personnes qui étaient chargées de la sécurité. les chambres à gaz et de mettre dans les chambres à gaz. Ok, pardon. Et donc du coup, il filmait ce Sonderkommando tout le temps en gros plan et il montrait jamais l'horreur qui se passait autour de lui. Et moi, le parti pris par rapport à le film de Joseph, et j'en avais parlé au livre de Joseph, j'en avais parlé avec Joseph, c'était de filmer uniquement son visage et de filmer uniquement ce que lui, comment lui il évolue dans le décor et qu'est-ce qui se passe physiquement sur lui en fait. Parce que physiquement, quand on lit le livre, il y a des moments où il est en train de, par exemple, quand il parlait là, une des premières scènes qu'il a lues, c'était enfin une des dernières, pardon, c'était les dépoteurs, donc les nettoyeurs. Où là en fait quand il nettoie, il est tantôt couvert d'excréments, tantôt couvert de sang, tantôt couvert de lait de vieilles vaches laitières qui va exploser. Donc du coup, moi je trouve que filmer ça, c'est beaucoup plus, ça suggère beaucoup plus de choses que de voir les images qu'on a tous un petit peu dans l'inconscient collectif déjà vues entre guillemets. Et voilà, c'est un peu, pour moi la poésie elle sera là. Hein? Ça va pas être, c'est plus simple peut-être que de filmer une vache qui se fait tuer, je pense. Mais voilà. Bah merci en tout cas. Merci. Et puis à bientôt.